Voilà. Bienvenue à tous. Comme je le disais encore, c'est pour moi un grand plaisir de nous recevoir dans ces 14 jours de notre formation sur les clouds et big data pour l'analyse des données. Euh, Personnellement, j'ai tenu à vous féliciter d'être arrivé à ces jours. Déjà, c'est les 4e jour. Il ne nous reste qu'un seul jour. Aujourd'hui encore, on va faire quelques théories et puis demain, on va mettre ensemble tout ce qu'on a vu et pratiquer ça sur un cloud. Je pense que nous allons utiliser Amazon Web Services et puis ça va devenir encore plus pratique tout ce que nous avions vu cette semaine. Je tenais d'abord à vous rappeler par rapport à ce que nous avions dit. Déjà, ces 3 derniers jours, vous avez compris, vous savez déjà construire quelque chose de très solide et professionnel. Vous comprenez ce qu'est les clouds. Nous avons parlé du cloud et pourquoi il est indispensable pour la data. On a parlé du big data. Vous savez déjà c'est quoi et ses enjeux ainsi que ses architectures. Vous avez compris comment mettre en place un data lake, OK, avec ces 3 zones, notamment la zone raw, donc la zone théorique, et aussi vous avez compris les rôles du data warehouse. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Les consignes de sécurité les plus élémentaires. OK, je disais que vous avez aussi compris les rôles du data warehouse. Aussi, vous avez réalisé, ensemble, on a essayé de réaliser ce workflow complet de bout en bout. Voilà. Personnellement, je crois qu'à ce stade, il ne faut pas vraiment vous regarder comme un data analyst d'avant, OK? Parce qu'au moins, vous comprenez déjà comment la data circule, où elle vit et comment elle devient exploitable. Et c'est vraiment une étape clé. Juste ici, nous avons surtout répondu à une question fondamentale. Comment stocker, organiser et préparer la data dans les clouds? OK? On a vu qu'on stocke la data dans les clouds et comment les workflows qui suivent avant l'analyse. À partir d'aujourd'hui, on va un peu changer de posture. Nous allons faire un focus sur euh, comment transformer la donnée préparée en valeur business. OK? Comment alors on peut faire l'analyse et les traitements de big data. Euh, et vous allez voir que c'est ici où le volume va devenir vraiment important. OK? Parce que les traitements doivent être rapides et scalables, les analyses doivent être fiables et performantes, et les décisions business vont commencer à partir des résultats que vous allez créer. Vous demandez pourquoi c'est important pour moi que nous puissions parler d'analyse et traitement de big data. Beaucoup de personnes croient que, euh, pas même croient, savent déjà écrire quelques lignes de code sur SQL, faire des graphiques, faire des tableaux de bord sur Power BI ou bien Excel ou bien, je sais pas, Tableau, mais peu savent analyser de milliers, voire même de milliards de lignes. Peu vraiment comprennent les problèmes de performance et peu savent comment optimiser les coûts cloud et même peu savent comment penser scalabilité de l'analyse. Et donc, c'est exactement ce qui fait la différence entre un data analyst junior et un data analyst professionnel, cloud et big data ready. Alors, ce soir, ce que vous allez comprendre, nous allons ensemble euh, apprendre pourquoi les traitements distribués, OK, est indispensable quand les données explosent, comment Apache Spark permet d'analyser le big data efficacement, comment réaliser des analyses statistiques et temporaires à grande échelle, comment le machine learning s'intègre naturellement dans le pipeline big data, comment éviter les factures cloud incontrôlées, on parlera ici des performances, et enfin, euh, nous parlerons de comment visualiser les résultats pour le métier. Euh, En fait, ce que nous sommes en train de faire va suivre un workflow
tout naturel. Nous avons dit qu'on commence toujours par stocker les données dans les clouds et puis les données vont venir dans les data lakes. Dans la particularité, c'est à partir de là où on va récupérer les données pour pouvoir faire les traitements distribués. Après cela, on peut passer alors aux analyses Big Data, tout ce qui est SQL, faire des statistiques ou bien faire des analyses temporaires. Et puis, après ça, on va obtenir les résultats qui seront optimisés et enfin passer aux visualisations et à la création des indicateurs clés des performances. Ce que vous allez retenir, je pense, aujourd'hui, est que le big data n'est pas vraiment compliqué. Il demande juste une autre façon de penser l'analyse. OK. Et comme je l'ai dit presque dans toutes ces formations, nous avons commencé depuis janvier ces programmes, depuis mars, ok, depuis mars, ces programmes. Et si jamais vous avez raté une leçon, tout encore sur YouTube, vous pouvez aller suivre là et vous allez apprendre tout ce qui est nécessaire sur la data analyse. Et comme vous le savez, ces formations sont gratuites. Rassurez-vous de suivre de profiter de ça gratuitement. Si jamais vous voulez obtenir votre certificat, c'est à $27. Je vous encourage de le faire. C'est comme ça que vous faites évoluer le travail que nous faisons. Ça me prend vraiment beaucoup de temps pour préparer la formation, faire des slides, répondre à vos questions et mettre au fait beaucoup d'efforts pour vraiment tenir cette formation. Et donc, si vous optez pour la certification, c'est un moyen aussi de permettre à ce que ces formations continuent à devenir, à être toujours gratuites. Et voilà, s'il y a des questions ou des préoccupations, il faut juste scanner les codes là, rentrer dans les groupes, poser votre question et aussi ou bien rejoindre notre chaîne WhatsApp. Et quand vous écrivez dans les groupes, rassurez-vous de bien poser vos questions. Je vois déjà pas mal de gens qui partagent n'importe quoi dans le groupe. Vraiment, si vous partagez quelque chose qui n'a pas trait à la data, on vous retire carrément du groupe sans, 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 euh, sans vraiment des avertissements. OK? Chaque fois, j'essaie de faire des avertissements qu'il faut partager quelque chose de constructif, mais il y a d'autres qui partagent des choses qui n'ont pas vraiment assez de sens. Je vous demande vraiment de rendre nos communautés des communautés data où les gens s'entraident à devenir encore plus mettre dans la data, qui est de partager quelque chose qui n'a pas trait à la data. Cela étant dit, je pense que nous pouvons déjà attaquer le premier jour où nous allons parler de traitement distribué des données. Comme je l'ai dit ici, OK, nous allons essayer de voir ces quelques 5 points. Comment, c'est quoi les traitements distribués? On va parler des Apache Spark, on va parler des analyses, on va parler un peu du machine learning, on va parler aussi comment éviter les factures cloud incontrôlées et enfin on va finir par comment visualiser les résultats. Et sans pour autant tarder, commençons avec le premier point qui est les traitements distribués des données. Vous demandez peut-être d'abord, avant vraiment d'aller en profondeur de ces sujets, pourquoi les traitements distribués? Et là, j'aimerais que nous puissions partir euh, euh, par un exemple, en fait. Le problème qui est avec les traitements classiques, OK? Imaginez, vous êtes en train de faire des analyses et vous travaillez sur un fichier de 10 gigaoctets, OK? C'est votre ordinateur. Sur un PC, ça passe. Vous pouvez travailler sur un PC, vous analysez votre fichier des 10 gigas. Mais si votre fichier est de 100 gigaoctets, même si votre machine est de dernière génération, elle va commencer à devenir lente. Alors, si on passe à 1 teraoctet, donc 1000 gigaoctets, là, ça devient impossible. Et quand nous avons de milliards, de milliards, de milliards de lignes, là, ça devient vraiment impossible de pouvoir travailler sur une seule machine. Et donc, pourquoi? Parce qu'on a des limites. On a la mémoire qui est limitée,
l'unité centrale ou bien le CPU qui est limité et le temps de traitement sera énorme. Des fois, vous allez ouvrir Power BI, vous voulez charger des données, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. OK? Et quand nous avons des téraoctets, des milliards de lignes, là, nous sommes déjà dans le big data. Et donc, le big data dépasse la capacité d'une seule machine. Il nous faudra alors avoir plusieurs machines. Et la solution, c'est les traitements distribués. OK? Les traitements distribués, en fait, les traitements distribués consistent à répartir des données et des calculs sur plusieurs machines qui travaillent en parallèle. OK? On va se connecter au cloud, comme vous pouvez le voir là au milieu, et puis on va commencer à traiter les données à partir, euh, du cloud. Et puis, au lieu qu'on fasse au fait, les traitements sur une seule machine, on va le faire sur plusieurs machines et les temps qui pourraient prendre une seule machine pour pouvoir effectuer une analyse, on va distribuer ça sur plusieurs machines. Et donc, au lieu d'un ordinateur pour faire les analyses, on va avoir 10 ou 50, voire même 100 machines pour pouvoir effectuer les traitements. Et chacune de ces machines va traiter une partie des données. Et puis, au finish, on va mettre les résultats ensemble et on aura à gagner plus de temps et on aura des résultats qui sont plus fiables au bon moment. OK? J'essaie d'illustrer ça avec ces concepts des parallélistes. Imaginez une personne qui lit 1000 livres, 1000 pages. OK? Lui-même, il veut lire 1000 pages. Il peut prendre ça pour finir peut-être le 1000 pages. Il peut, par exemple, prendre 10 jours pour finir 1000 pages. Mais s'il y a 10 personnes qui lisent chacune 100 pages, 100 pages, 100 pages, on peut tout finir, les 1000 pages peuvent être finies en une seule journée. Et vous allez voir qu'on avait le même travail, mais ici, c'est plus rapide. Lorsqu'on a plusieurs personnes qui lisent chacun, bon, 10 personnes qui lisent chacun 100 pages, 100 pages, 100 pages, tous finissent dans une seule journée, alors que s'il y avait une seule personne qui lisait les 1000 pages, euh, seul, il va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. OK? Et donc, c'est presque la même chose avec le big data. OK? On va découper les données et chaque machine va traiter une partie et les résultats au finish seront regroupés. OK? Par exemple, on veut faire les calculs du chiffre d'affaires sur 1 milliard de ventes. On va découper les données. Chaque machine va calculer euh, euh, le chiffre d'affaires de la partie des données qu'il a obtenues. Et puis à la fin, on va mettre les résultats ensemble en faisant une somme. Et donc, voilà là comment les big data fonctionnent. Et ici, j'ai mis une architecture distribuée. Imaginez qu'ici, vous avez le premier travailleur qui travaille sur la data A, le deuxième travailleur qui travaille sur la partie B, le troisième travailleur qui travaille sur la partie C. On peut avoir autant, quatrième, cinquième, etc. Et puis chacun va travailler de son côté. On va faire des calculs en parallèle et au finish, on va avoir un résultat final. Et donc, comme je disais là tantôt, les données sont découpées, chaque machine traite une partie et au finish, les résultats sont regroupés. Parlons encore de partitionnement des données. Qu'est-ce qu'est le partitionnement des données? Le partitionnement des données, au fait, consiste à diviser les données en morceaux logiques
pour permettre les traitements parallèles. C'est exactement en fait la même chose que j'étais en train de dire là tantôt. Ici, chaque partition est traitée indépendamment ou peut être traitée sur une machine différente. OK? Par exemple, on est en train d'analyser des grandes quantités de données. On va faire des répartitionnements soit par date, par pays ou par type de données. Là, on a 3 partitions, par date, par pays et par type de données. Et puis, ici, on aura juste un seul résultat. Ici, on aura un seul résultat. Ici, on aura un seul résultat. Et puis, on va combiner tout à la fin. Et donc, le bon partitionnement va nous permettre de réduire les volumes à traiter. Parlons de partitionnement et comparons en fait le partitionnement et la performance. Des fois, quand on fait les partitionnements, on peut tomber dans certains pièges de vouloir trop partitionner ou faire des partitions qui sont inutiles ou choisir mal les clés. Le résultat est qu'ici, on a trop de fichiers, on a les overheads élevés et on a des lenteurs. Mais un bon partitionnement va nous donner, va nous permettre, en fait, le bon partitionnement se base trop souvent sur des bonnes clés utilisées dans les filtres, des tailles, des fichiers, des données analysées qui sont équilibrées. Et un bon partitionnement doit se rassurer que nous sommes alignés avec les requêtes métiers. OK? Et j'ai mis un exemple ici de filtrer souvent par date en partitionnant. Si on veut faire, par exemple, les filtres par date, de penser à partitionner par date. Si on veut faire, par exemple, les filtres par pays, à penser à partitionner par pays, les données par pays. Si on veut faire les filtres par un certain type de données, ou soit par transaction ou par client, on va faire le partitionnement en fonction de ces types de données. Alors, quel est le rôle du data analyst dans les traitements distribués? OK? Ici, c'est vraiment très important. Parce que les data analysts n'écrivent pas toujours les codes Spark. Si Spark est nouveau chez vous, je vais vous en parler dans les slides qui vont venir. OK? Les data analysts, très souvent, ne vont pas toujours écrire des codes Spark, mais ils doivent vraiment, comme je le disais, ces dernières formations de cette année, ça prépare ce que nous allons faire l'année prochaine, c'est la data engineering. Et donc, commencer à comprendre ces termes, tout ce qui est traitement distribué, qu'on comprend ce qui est Spark, comprendre ce qui est des clouds, de big data, va vraiment nous aider à mieux, fait, entamer l'année prochaine. Et donc, ici, tout ce que je suis en train de donner, c'est à titre d'information. Et j'irai plus en profondeur par rapport à ça, déjà pour les prochaines formations que nous allons tenir. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, les data analysts n'écrivent pas toujours des codes Spark, mais ils doivent comprendre pourquoi une requête est lente. Est-ce que c'est le problème du partitionnement? Il doit savoir si les données sont bien partitionnées. Il doit savoir écrire des requêtes efficaces. Il doit éviter de charger inutilement trop de données. Et donc, un bon data analyst pense quelle partie des données est vraiment utile pour mon analyse. Ça, c'est vraiment important. Et les messages clés que vous devez retenir dans ce premier point est que le big data n'est pas une question seulement de taille, mais de méthode de traitement. Et le partitionnement est le meilleur ami de la performance. Si vous faites bien votre partitionnement, vous aurez de meilleures performances. Et vous devez comprendre au fait les parallélismes qui est la clé du big data. Vous rassurez que vous faites le partitionnement en fonction soit de filtres que vous allez utiliser par la suite dans vos analyses, ou bien vous faites du partitionnement en fonction d'une certaine taille des données, autant pour moi, qui est équilibrée. Voilà, si il y a des questions, vraiment notées à côté, ou bien notées dans les chats, ou bien notées dans les commentaires,
Et à la fin, je vais essayer de voir toutes les questions qui ont été posées et je vais répondre à ça. Parlons maintenant des Apache Spark pour l'analyse des données. OK? Quand on travaille sur les clouds, surtout les data engineers, ça revient toujours et toujours et toujours, hein. Spark, vous avez peut-être entendu parler des PySpark, des Spark SQL, et Spark, je sais pas, Java ou Scala. On va voir exactement c'est quoi Spark. OK? Qu'est-ce qui est d'abord Apache Spark? OK? Apache Spark, au fait, c'est un moteur. Ce n'est pas un langage de programmation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous allons venir apprendre comme un langage de programmation. Non, c'est juste un moteur de traitement distribué rapide de données. OK? C'était un moteur de traitement distribué rapide des données. Le problème avant Spark, avant que Spark ne soit créé, Spark a été créé, je pense, dans les années 2020, 2019-2020, comme ça. Donc, avant ça, on traitait les données avec quand il s'agit de traiter des big data, on traitait les données avec Hadoop et MapReduce, dont nous avions parlé, je pense, déjà le deuxième jour. Et ça, c'était très lent et complexe à écrire et c'était adapté à l'analyse interactive. Et les data analystes avaient des besoins de rapidité, de simplicité, de SQL qui s'exécute plus rapidement et de scalabilité. Alors, à partir, je pense, de 2020, Apache a créé Spark, OK, pour pouvoir travailler directement, analyser les données de manière distribuée et que ça soit compatible avec SQL, faire tout ce qui est batch, streaming ou du machine learning à la fois et travailler dans les clouds facilement. Et donc, l'Spark ici va nous permettre de traiter des données, des grandes quantités de données en fait. Des données qui peuvent contenir des 1 million de lignes, 1 milliard de lignes, voire même des trillions de lignes. Et dans cette formation, nous allons utiliser Spark dans la partie Amazon EMR ou bien Elastic MapReduce, qui est un service bien managé par Spark, mais dans les clouds d'Amazon. OK? Je suis en train de travailler déjà. Je pense que je vous ferai une vidéo sur Amazon Web Service. Donc, tout ce que nous avions vu ici, mais orienté Amazon Web Service pour pouvoir pratiquer tout ce que nous allons faire. Et vous allez voir que nous aurons un flux vraiment typique. On va stocker nos données sur S3, qu'on va considérer comme notre data lake. Et puis, les Amazon Elastic MapReduce, c'est là qu'on considérera comme notre Spark. C'est donc là où on va écrire tout ce qui est code SQL. Et si jamais on veut faire du Python, on va écrire aussi des codes Python ici. Et puis, on aura des résultats analytiques et ça va nous amener sur Athena ou Redshift. Voilà, je disais donc, laisse-moi parler d'un concept clé de ce que vous devez savoir lorsqu'on parle des Spark, voire même lorsqu'on parle des traitements des données distribués. Les concepts clés ici que vous devez savoir, c'est les data frames. OK? Les data frames. Un data frame, en fait, c'est juste une table distribuée, comme vous pouvez le voir ici.
avec des colonnes, des types, des schémas ou avec une optimisation automatique. Et c'est très proche d'une table SQL qu'on connaît déjà ou d'un data frame qu'on euh, qu'on peut créer sur Pandas quand on travaille sur Python. Mais ici, comprenez que c'est à grande échelle. OK? Et comprenez ça comme un data frame. On a la ID commande, on a le pays, on a le montant, on a la date. Mais ici, on ne va pas avoir juste quelques centaines de lignes. On va avoir des milliers, voire de milliards de lignes. Et donc, Spark va nous aider à gérer la distribution d'une manière automatique. Vous allez vous demander pourquoi Spark est vraiment crucial. En fait, dans les clouds, Spark SQL est le langage préféré des data analystes. Et pourquoi? Parce que les data analystes, en fait, tout celui qui travaille dans la data doit se assurer qu'il maîtrise déjà SQL. Ok, si vous êtes là, vous ne maîtrisez pas encore SQL, retournez sur la vidéo ou bien les leçons que nous avons fait sur SQL. Parce que vous ne pouvez pas faire du big data sans vraiment comprendre comment écrire les SQL. Ok? Et PySpark va encore nous amener à écrire du SQL. Ok? Et si vous maîtrisez déjà les SQL, vous n'avez pas besoin d'apprendre un nouveau langage complexe. OK? Les SQL qu'on écrivait, tout ce qui est select, country, je sais pas, vous faites la sum amount, as total sales, from sales where date est supérieure ou égale à le 1er janvier 2024 et on fait les group by. Donc, le même SQL qu'on écrivait, c'est le même SQL qu'on va venir écrire dans PySpark. OK? La différence est que ici, s'il passe par qu'on va travailler sur des milliards de lignes sur le big data. Qu'est-ce que ce code va faire? SQL va s'exécuter en parallèle sur des centaines de partitions et sur plusieurs machines et nous renvoyer un résultat qui est unique et c'est là le plus rapidement possible. Comment Spark optimise les requêtes? OK? Pour optimiser les requêtes, Spark va utiliser un moteur qu'on va appeler le Catalyst Optimizer. OK? Il va réorganiser les requêtes, il va supprimer les opérations inutiles, il va appliquer les prédicats push-down et enfin, on va optimiser les jointures. OK? Lorsque vous écrivez par exemple les select all from 20 cells where n est égal à 2025, Spark va juste lire les partitions JR 2025 si elle existe. Elle ne va pas afficher tout. Donc, Spark SQL, ça sera le même SQL qu'on écrivait, mais ici, on passe à un niveau supérieur. Et les opérations courantes qu'on a fait sur SQL, tout ce qui est la sélection, select where, tout ce qui est agrégation, que ce soit la somme, AVG, count, group by, tout ce qui est jointure, on va venir faire ça ici sur Spark. OK? C'est exactement comme en SQL classique, mais ici, c'est à l'échelle du big data. Pour ceux qui ont suivi la formation sur SQL, pour voir si vous êtes avec moi, ces agrégations ici nous permettent de faire quoi? SAM sur SQL nous permet de faire quoi? AVG nous permet de faire quoi? Count nous permet de faire quoi? Et group by nous permet de faire quoi? Je vais prendre une seule personne, comme ça, je souffle un peu, je prends un peu d'eau. Qui est là, qui va nous dire c'est que les agrégations que j'ai présentées là font quoi? Y a-t-il quelqu'un qui était là dans la formation sur SQL? Vous pouvez lever la main si vous voulez intervenir. Oui, monsieur Deogracias. Deogracia, vous avez la parole. C'est que les agrégations que je mets ici font quoi exactement? Oui, bonjour, Monsieur Oscar.
Bonsoir à vous, Monsieur Diogras. Oui, les agrégations qui sont là, nous avons SAM, c'est pour faire la somme. Nous avons AVG, c'est pour faire la moyenne. Nous avons également count, c'est pour compter. C'est comme NB en Excel. Nous avons group by, c'est pour grouper par catégorie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Diogras. Et donc, le même SQL classique qu'on faisait, on va venir faire le même SQL ici dans Spark. Merci beaucoup, Monsieur. D'accord, monsieur Oscar. Bonsoir, Monsieur Oscar. Parlons de bonnes pratiques Spark pour Data Analyst. De bonnes pratiques, c'est toujours, comme je l'ai dit depuis le début, utiliser des bons formats des colonnes. Quand on est sur le big data, préférez le format parquet. OK? Bonsoir, Monsieur Faire Oscar. Bonsoir, bonsoir à vous. Vous m'entendez bien? Oui, je vous attends bien. Bon, je m'excuse peut-être de poser la question. Ce n'est pas embêtant. En fait, dans ma machine, j'essaie au moins de créer des bases de données avec MySQL. Mais pour passer à la lecture, j'ai vraiment un problème avec le Visual Code. Je ne sais pas, je vais revenir vers vous en bilatéral, merci. D'accord, d'accord. Ça, on pourra revenir à ça en cas, comme vous le suggérez, même après. On fait d'abord le focus sur la leçon de ce soir. J'étais en train de dire, j'ai ici listé quelques bonnes pratiques. Voilà, Spark que vous devez euh, vraiment mettre dans votre tête, c'est toujours utiliser des bons formats des colonnes, de filtrer tôt dans vos requêtes, d'éviter des select all. Ok, il faut vraiment lire uniquement les colonnes qui sont utiles parce que chaque commande que vous écrivez sur SQL et que vous êtes sur Spark et que vous êtes sur le cloud, ça coûte. Ok, ça coûte et les clouds que vous utilisez vous fait payer par rapport à ça. Et aussi comprendre les partitionnements. Donc, il faut toujours aligner vos partitionnements avec les filtres que vous aurez dans vos analyses. J'ai mis un exemple ici. Imaginez que vous travaillez pour une entreprise e-commerce qui gère des millions, de ventes ou bien des commandes. Et vous voulez, par exemple, afficher les top 10 pays par chiffre d'affaires sur 3 ans. OK? La première chose, c'est que vous allez vous connecter aux données qui sont stockées, par exemple, sur les S3 d'Amazon. Spark va lire uniquement les partitions nécessaires sur les 3 ans. On va faire des agrégations distribuées et aussi, et enfin, on aura les résultats prêts pour la visualisation. Ici, si on n'utilise pas Spark et qu'on a des millions de lignes, on va prendre beaucoup d'air si on utilise par exemple Pandas ou bien SQL classique. Mais si on est sur Spark, ça va se faire dans quelques minutes. Et donc, Spark va permettre aux data analysts de travailler comme avec SQL, mais sur des volumes massifs. Et comme je l'ai dit, les data frames est l'unité centrale du travail et l'optimisation commence par une bonne structure des données. OK, parlons du troisième point, l'analyse des données à grande échelle. Pourquoi faire l'analyse, pourquoi en fait l'analyse va changer un peu quand on fait des analyses à grande échelle? OK?
Sur de petits volumes, en fait, tout est stocké en mémoire, les calculs sont rapides et les erreurs coûtent peut voir même, ne coûtent pas. Quand vous travaillez sur votre machine, vous écrivez des requêtes autant que vous voulez, ça ne coûte rien. Alors que sur le big data, les données sont distribuées, les calculs se font en parallèle et les erreurs coûtent du temps et de l'argent. Si vous faites des erreurs, si vous écrivez de mauvais code, ça coûte, comme je le disais tantôt, les frais sont payés par votre organisation en fonction des requêtes que vous écrivez sur les clouds. Et donc, quand vous travaillez dans les clouds, rassurez-vous d'écrire des bonnes requêtes et des requêtes qui sont optimisées. Et donc, en tant qu'analyste, l'analyse doit être pensée différemment. Statistiques descriptives à grande échelle. OK. Pourquoi on fait les statistiques descriptives? Pourquoi on fait des statistiques descriptives? Les statistiques descriptives vont nous permettre, en fait, de comprendre globalement les données, tout ce qui est tendance, distribution ou anomalie dans nos données. OK? Par exemple, on veut trouver le nombre total des transactions, on veut savoir les chiffres d'affaires moins, on veut savoir le minimum et le maximum, on veut savoir l'écart type, tout ce qui est statistique descriptive, je pense qu'on avait parlé de ça déjà dans la première formation. Donc, ça peut aussi se faire dans les clouds. OK? Et Spark sera la bonne chose qui va nous permettre de faire ça le plus rapidement possible. Donc, les calculs seront répartis et les résultats seront agrégés. Donc, on va analyser nos données en partition et puis au finish, on va tout mettre ensemble pour pouvoir avoir les résultats agrégés. Parlons des agrégations massives. Chaque fois quand je parle de massif, je parle de millions, de millions, de millions de lignes qu'on peut analyser dans les clouds. Et pourquoi c'est central ici? 95% du travail d'un data analyst dans les clouds va toujours contenir tout ce qui est group by et puis ajouter des agrégations. Par exemple, on veut trouver les chiffres d'affaires par pays, par produit ou par canal. On veut trouver par exemple le nombre d'utilisateurs actifs. On veut trouver par exemple les taux de conversion de personnes qui vont sur un site e-commerce. Spark va exécuter ces calculs en parallèle sur des partitions et avec redistribution automatique. Et vous pouvez voir les codes SQL ici. C'est le même SQL qu'on écrit. OK? On fait select, date, country, on trouve la somme et on essaie de compter des utilisateurs. À partir de la table sales ou vente, on va grouper par date et par pays. Même logique avec les SQL classiques, mais ici, comme ça sera écrit sur Spark, dans les clouds, ça se fera à une très grande échelle. Nous pouvons aussi faire avec Spark les analyses temporaires ou bien les time series. Pourquoi c'est crucial? Parce que la majorité des données business sont soit journalières. Quand on parle des temporaires, ça fait référence à la collecte des données ou bien aux données qu'on va traiter qui sont journalières ou bien mensuelles ou bien qui respectent un horaire bien précis. OK? Imaginons que, par exemple, on veut analyser le ventes par jour ou trafic de personnes qui sont allées sur un site par heure ou les utilisateurs actifs par mois. Le fois, si on veut faire des comparaisons de mois par mois ou bien année par année, ou voir même la saisonnalité, les pics anormaux, Spark est très formant sur des fenêtres temporaires ou les agrégations glissantes. Avec les analyses classiques, c'est presque impossible de faire des analyses temporaires facilement
à très grande échelle. Mais avec Spark, ici, les choses vont très, très, très bien. Et aussi, quand on est sur Spark, on peut faire des détections d'anomalies simples. Même sans machine learning, les data analysts peuvent détecter les pics anormaux, récupérer les chutes portales et alerter le business ou bien les métiers. Par exemple, vous travaillez pour une banque et vous voulez détecter des fraudes. Si vous travaillez dans le big data, dans les clouds à partir des Spark, vous pouvez détecter rapidement les fraudes, vous pouvez détecter rapidement les bugs applicatifs et tout ce qui est problème de paiement. Là, j'ai fait référence si vous travaillez pour une banque qui a stocké ses données dans les clouds. Voilà l'approche analytique qui est recommandée lorsque vous travaillez sur Spark. Il faut suivre les 4 étapes ici. Avoir la vue globale sur vos données, donc trouver tout ce qui est taux, moyenne, volume, nombre, etc. Et puis faire la segmentation en fonction des filtres. Et puis faire l'analyse temporaire s'il y en a. Et enfin, afficher les focus business, tout ce qui est insight actionnable ou bien les indicateurs clés des performances. Quelles sont les erreurs fréquentes qu'il faut vraiment éviter et ce qu'il faut retenir? Les erreurs fréquentes qu'il faut éviter, c'est vouloir tout analyser d'un coup ou avoir trop de dimensions ou ignorer de faire des partitionnements et même voir faire des calculs inutiles. Avec le big data, il ne faut pas en fait confondre les big data et tout vouloir calculer, mais plutôt prenez les big data comme calculer, faire des calculs intelligents, calculer intelligemment. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les big data ne changent pas la logique analytique, mais il va changer l'échelle et la discipline, la façon dont vous écrivez vos codes. Et donc, les agrégations sont au cœur du métier et les temps est la dimension la plus importante. Donc, l'analyse temporaire est la dimension la plus importante. Parlons de l'avant-dernier point, avant de prendre certaines questions ou préoccupations, si vous en avez. Je vais vous introduire au machine learning sur le big data. Ici, ce n'est pas vraiment question de vous transformer en machine learning engineer ou bien en data scientist. Non, non, non. Ici, l'objectif, c'est juste de vous donner l'idée sur le machine learning. C'est quoi, en fait, le machine learning? Pourquoi même utiliser le machine learning? Pourquoi même j'inclus cette notion ici? Ce n'est pas vraiment de vous transformer en machine learning engineers. Et heureusement, vous savez que cette formation, je suis allé un peu plus théorique pour vous donner juste des termes et vous donner la vue globale de comment les choses fonctionnent dans les clouds. Vous vous demandez d'abord, c'est quoi le machine learning? Probablement, vous avez déjà entendu ces mots plusieurs fois. OK? C'est quoi le machine learning? J'essaie de trouver cette définition en ligne. Je sais qu'il peut y avoir plusieurs autres définitions, mais je pense que les mots-clés seront les mêmes. En fait, le machine learning ou bien le ML, comme on appelle ça, va consister à permettre à une machine d'apprendre des données, d'apprendre des modèles à partir des données, sans règles écrites manuellement. OK? Le machine learning va consister à permettre à une machine d'apprendre des modèles à partir des données, et cela sans règles écrites manuellement. Au lieu de dire à la machine, par exemple, si ceci, fais alors cela. Vous allez juste donner
à la machine des données, vous allez dire à la machine, voici des données, trouve des règles toi-même. C'est ça, en fait, le machine learning. Vous donnez à la machine une masse de données et vous allez demander à la machine de trouver des règles par elle-même. En fait, le machine learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle. J'ai mis un exemple ici. Imaginez que sans la machine, le machine learning, vous, euh, vous voulez segmenter les clients. OK? Et vous vous dites, si le client a plus de 5 achats, donc c'est un bon client. Si le client a moins de 5 achats, c'est un mauvais client. Mais avec le machine learning, vous allez donner l'historique d'achat à la machine, les fréquences d'achat, les montants d'achat, et le modèle va apprendre quel comportement mène à la fidélité. Et la machine va prendre des règles apprises automatiquement. Au lieu que vous définissez des règles arbitraires, vous donnez juste à la machine l'historique de vos achats, les fréquences, de montants, et la machine va définir les règles apprises par elle-même, et c'est là automatiquement. C'est ce qu'on appelle au fait le machine learning. Et pourquoi le machine learning est lié à la notion que nous sommes en train de parler de big data? Le machine learning, vous allez savoir qu'il aime beaucoup de données. Le machine learning aime des données qui sont variées et le machine learning aime des données, des historiques longs. Parce que plus il y a des données, plus le modèle est précis, plus il est robuste. Et donc, le big data, c'est le carburant même du machine learning. Vous allez vous demander peut-être c'est quoi la différence entre l'analyse classique et le machine learning. Lorsqu'on fait l'analyse classique, ou bien les data analysts, essaient de comprendre le passé. Il essaie d'afficher des indicateurs clés de performance, donc tout ce qui est agrégation. Il essaie de suivre des règles fixes et au finish, il va faire des rapports. Alors que le machine learning va prédire l'avenir et il va, au lieu d'afficher des KPI, on va afficher plutôt des probabilités. Au lieu qu'on s'est fixé des règles au préalable, le machine learning va nous donner des modèles appris. En fait, la machine va s'entraîner sur plusieurs données et enfin, elle-même va définir des règles. Et dans l'analyse classique, comme je le disais, on va générer des rapports, alors que dans le machine learning, on va avoir à la fin des automatisations. Et donc, le machine learning va compléter l'analyse, mais il ne va pas remplacer. On ne va pas dire que parce que le machine learning est là et donc on n'a plus besoin de faire des analyses classiques. Non. Les analyses classiques sont toujours nécessaires pour prendre des décisions basées sur les données et le machine learning est nécessaire pour pouvoir aider à prédire les résultats futurs. J'ai mis un exemple ici. Encore, imaginez que vous travaillez pour un site de e-commerce et vous voulez savoir quel client risque de ne plus acheter. Vous voulez prédire l'avenir. Quels sont les clients qui risquent de ne plus acheter par la suite? OK? Vous allez passer à la machine le nombre d'achats, les montants moyens, la fréquence et l'ancienneté. Et le machine learning va nous faire le modèle qui apprendra au travers du profil de nos clients et va nous donner une probabilité de churn. Ici, je devrais écrire churn. Je m'en corriger ça. OK.
Et donc, le métier va agir avant la perte du client. Donc, on va essayer, le machine learning va nous aider à agir avant que les problèmes n'arrivent parce que le machine learning anticipe des features, prédit ce qui va venir par la suite. Voilà, je pense que cela est clair. Voilà, parlons d'un autre point important ici, de pipeline. Je sais que très souvent, vous allez rencontrer ces mots pipeline. C'est quoi les pipelines? En fait, un pipeline du machine learning, c'est juste une suite d'étapes automatisées. Point barre. Une suite d'étapes automatisées. Par exemple, vous allez définir comment vos données seront traitées pour pouvoir prédire. Donc, on va commencer par le chargement des données, et puis nettoyage, sélection de variables, entraînement du modèle, évaluation et prédiction. Et ça, cette suite d'étapes automatisées, c'est ce qu'on appelle un pipeline. Je sais un autre terme que vous allez rencontrer très souvent, c'est les MLlib ou bien Machine Learning Library avec Spark. En fait, c'est Spark qui va nous fournir cette librairie. Et qu'est-ce que la librairie ici va proposer? Tout ce qui est régression, que ce soit linéaire, multiple, simple ou logistique. Ça, qu'on fait encore statistique qu'on avait vu au début, tout ce qui est classification, tout ce qui est clustering et tout ce qui est recommandation. Et c'est optimisé pour des données massives et des calculs distribués. Les notions clés, si jamais vous voulez aller trop dans le machine learning, que vous devez comprendre et les notions sur lesquelles vous devez vous focaliser, c'est l'entraînement des modèles, la prédiction et la performance. Et donc, le machine learning n'est pas juste parfait comme les analyses classiques qui montrent les résultats de ce qui est passé, mais il est plutôt probabiliste. OK? On va dire, c'est il y a disons, 80% des chances que ceci arrive parce qu'on prédit l'avenir. Donc, le machine learning est plutôt probabiliste et non jamais parfait. Limite à connaître, ça c'est très important. Je l'avais dit, je pense hier, garbage in, garbage out. Si vous vous entraînez des mauvaises données, donc vous aurez des mauvais modèles. Si vous faites ce qui est trop complexe, donc vous aurez des modèles inutilisables. Et si vous voulez faire du machine learning sans objectif business, tout cela conduit. Ok. Je disais, donc, le machine learning doit vraiment répondre à une question métier clair pour pouvoir, au fait, répondre, apporter de la valeur à votre entreprise par rapport aux analyses que vous faites. Voilà. Quel est le rôle du data analyst et du data scientist par rapport à ça? Un data analyst, comme on le sait toujours, prépare les données, crée des features, interprète les résultats et communique les insights. Alors que les data scientists, c'est lui qui va se focaliser plus du machine learning, qui va créer des modèles avancés, des tunnels complexes et faire des recherches.
Le machine learning n'est pas de la magie. En fait, d'apprendre que le machine learning, c'est juste le fait qu'une machine apprenne de vos données et qu'il puisse fixer par lui-même des règles. Vous devez comprendre que le machine learning n'est pas de la magie, c'est de l'analyse automatisée à grande échelle. Et les big data rend le machine learning possible parce que le machine learning rend le big data intelligent. Parlons du 5e point, et ça sera, je pense, le dernier point avant que je ne prenne vos questions. Et parlons de performance et coût, qu'on appelle très souvent les FinOps. Pourquoi performance et coût sont liés? En fait, dans les clouds, plus c'est lent, plus c'est cher. Pourquoi? Parce que les ressources sont facturées à l'usage. Chaque minute de calcul coûte de l'argent et chaque gigaoctet stocké a un prix. Et donc, la performance n'est pas vraiment du luxe, mais la performance, c'est la maîtrise de coûts. Où part l'argent dans un projet Big Data? Big Data. Si aussi j'ai mal écrit, ces slides, je vais vous les partager. Comme ça, si jamais il y a quelque chose que vous voulez revenir là-dessus, ou si jamais vous voulez apprendre encore plus avec ChatGPT par rapport à ça, vous aurez tous les slides. Donc, vous allez regarder, si vous êtes sur YouTube, en description de cette vidéo, vous allez retrouver les slides ou à la fin de ces lives, je vais vous envoyer les slides. Question de vous aider comme référence par rapport à tout ce que je suis en train de dire. OK? Et heureusement, les slides là, je suis en train de corriger avec vous. J'ai fait les slides ici sans pouvoir encore revenir là-dessus et corriger et tout. Donc, c'est pourquoi il y a des petits soucis là qui, chaque fois, il faut que je corrige un peu. Alors, où part l'argent dans un projet Big Data? Au début, j'avais dit que lorsque vous travaillez sur les clouds, vous payez en fonction de ce que vous utilisez. Voilà, j'ai un problème de mon Wi-Fi. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai connu un problème de Wi-Fi. Est-ce que c'est bon? Monsieur Steve, est-ce que c'est bon déjà comme ça? Ah, ok, c'est bon. Désolé, j'ai eu un problème de connexion et ça a coupé. Je parlais de où part l'argent dans un projet data. J'ai dit, lorsque vous travaillez sur les clouds, vous consommez, vous payez en fonction de ce que vous consommez.
Et donc, les principaux postes sont les stockages, les calculs et surtout les plus chers, les transferts des données et les services managés. Je pense que quand on va faire la pratique, vous verrez ça pratiquement. Performance, côté données, avant les calculs, si vous voulez réduire les coûts, rassurez-vous de choisir de bons formats, soit les formats que j'ai plus recommandé sur les parquets quand on travaille sur les clouds parce que les CSV est lent à écouter, les gestions est verbées, alors que les parquets est rapide et économique. Toujours donc privilégier les formats parquets. Et aussi faire les partitionnements intelligents en fonction des filtres que vous allez définir soit par date, par région ou par pays. Et ici, j'ai un exemple d'un lien, d'un fichier qui est stocké sur S3 de Amazon. Spark ne va lire que ce qui est nécessaire. Performance côté Spark, c'est rassurer qu'on fait les filtres tôt. Au lieu de faire des select all, il faut juste lire les colonnes utiles et faire des partitions qui sont nécessaires. Éviter beaucoup de partitions et éviter aussi de faire des trop grosses partitions. Et donc, il faut vraiment adapter vos partitions au volume des données que vous avez. Voilà, on ne peut pas finir cette présentation. Déjà, comme demain, j'ai dit, nous allons faire la pratique. Même dans la pratique, je pense que nous allons finir sur ces points ici, des visualisations des données dans les contextes du big data. On ne peut pas faire les analyses des données, que ce soit dans le big data ou bien hors big data, sans pour autant parler des visualisations. Et dans cette formation, nous allons parler des Amazon Quick Sites, qui est 100% Amazon. Et si jamais vous ne faites pas du business pas du business intelligence, ou bien du big data, vous pouvez faire la visualisation sur Power BI qui est très répandu. Power BI et Tableau. OK? Et la logique est la même, c'est se connecter à vos sources de données, gérer la sécurité ainsi que la performance. Et la visualisation, dans la visualisation, n'est pas toujours oublier de mettre tout ce qui est indicateur clé de performance, les séries temporaires et les segmentations ou bien les filtres. Je crois que c'est la fin de ma présentation avant que je ne prenne quelques questions. Mais vous devez savoir que les data analystes ne livrent pas des données, ils livrent plutôt des décisions qui sont prêtes à l'emploi et qui vont aider l'entreprise à prendre des décisions qui sont éclairées et qui sont basées sur la donnée, que ce soit dans le big data ou hors big data. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des préoccupations ou s'il y a là où je suis passé trop vite. Nous avons encore quelques 3 minutes pour prendre des questions. Ce sera la fin pour ce soir. Et puis demain, vraiment, je trouve les temps. Demain, je vais faire une vidéo qui fait au fait la pratique de tout ce que nous avons fait depuis le début. Et si je ne trouve pas les temps pendant la journée, nous aurons, je pense, demain un live de 2 heures parce que pour faire la pratique de tout ce que j'ai dit, ça va vraiment prendre un peu de temps. À partir de, au fait, suivre ces workflows que je vous ai montré au début, c'est où là. Voilà. Ça. Donc, demain, on va essayer un peu de faire la pratique. On va se connecter aux données. On va charger nos données dans les data lakes. On va amener ça dans les data warehouse et on va finir par faire des visuels directement. Et comme on sera sur Amazon Web Service, comme on sera dans les clouds, on va utiliser Amazon Web Service. Donc, on va faire la visualisation directement sur Amazon Quick Sites. Voilà. Je ne sais pas
s'il y a des questions ou des préoccupations par rapport à ce que j'ai dit ce soir. S'il y a des questions, levez la main. Je vais répondre à ça et ça sera à la fin. Oui, Monsieur Gaston, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur coach, et félicitations pour cette brève présentation. Et bon, je me rends compte que avec les clouds Big Data, on peut faire des analyses statistiques, hein, mais Oui, aussi un élément qui vient un peu de mes tickets, qui est très important, c'est la notion d'algorithme. Et je me rends compte que, bon, avec le cloud Big Data, on peut réaliser des algorithmes qui peuvent évoluer vers la notion de modélisation. Hein. Et oui, donc, je trouve que c'est très important. Est-ce qu'avec le Big Data, on peut arriver à appliquer les SVM, les Support Vector Matching, les ARIMA, les SARIMA, les bootstrapping? Est-ce qu'on peut arriver à réaliser ce genre d'analyse avec les clouds Big Data? Merci. d'accord. Là, vous faites référence à une notion que j'ai juste donnée en passant. C'était où là, je parlais du machine learning quelque part. Ok, voilà. Voilà. Là-bas, effectivement. Oui, quand je parle du machine learning, ou même quand j'introduis ça ici, ce n'est pas question que je veux que vous puissiez commencer à faire du machine learning avec la data analyst, mais plutôt comprendre que les données que nous avons, les données que nous avons vont nous aider si jamais on veut faire des prédictions, on veut faire des modèles, on veut faire tout ce qui est algorithme de machine learning, comme tu l'as dit là, on va toujours revenir sur les clouds. Pourquoi? Parce que j'ai dit, le machine learning aime beaucoup des données, aime des données variées, aime des historiques longs. Parce que plus on a plus de données, plus les modèles de machine learning seront précis et plus ils seront robustes. Donc, si jamais vous voulez évoluer en tant que data analyst, à un certain moment, vous allez, pas data analyst, mais data scientist, à un certain moment, vous devez faire du machine learning, voire même du big data. Parce que pour entraîner vos modèles, vous aurez besoin des grandes quantités de données. Et quand on parle de grandes quantités de données, on fait référence au big data. Et donc, ce sont des notions qui s'entremêlent toujours et toujours et toujours. Et tu as parlé aussi de virtual machine et pas mal d'autres choses. Ici, on ne va pas le faire en local, on va le faire dans les clouds. OK? On n'a pas à faire quoi que ce soit sur les clouds parce que c'est en local, pardon, parce que c'est en local où on va créer des machines virtuelles pour pouvoir exécuter certaines choses. Mais quand on est dans les clouds, on n'a plus besoin de machines virtuelles parce que tout est dans les clouds, tout est en ligne. Est-ce que c'est clair, monsieur Gaston? Oui, d'accord, coach. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a une question ou une préoccupation. Ah, monsieur Steve, monsieur Omer, monsieur Christian. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va se donner rendez-vous pour demain pour finir la dernière partie pratique de cette formation. Et je pense, vous allez voir que tout ce que nous avions vu, ce n'est pas vraiment complexe. C'est juste relier les points de tout ce que nous avions dit en suivant les workflows que je vous ai donnés dès le départ là. Voilà.
Donc, on va essayer de faire la pratique demain sur un cloud. Et jusque-là, je pense que ça sera sur Amazon Web Service. On va créer un compte, on va charger nos données, on va amener les données sur les data lakes, on va les amener, on va amener nos données sur les data warehouse et on va finir par faire des visualisations. Et tout ça, ça sera dans les clouds sans installer quoi que ce soit dans notre ordinateur. Sinon, on se retrouve demain pour la suite et la fin de la formation. N'oubliez pas, si vous voulez avoir votre certificat à la fin de la formation, c'est juste à $27 et vous l'aurez. Mais si vous avez opté pour la certification Microsoft, vous l'aurez aussi gratuitement. Sinon, au revoir. Les slides, je vous les mets en description et je vous les partage si jamais vous voulez récupérer certaines choses-là. Au revoir, bon week-end et à demain pour la suite F1. Au revoir. Merci, coach.